Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier bien évidemment les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce premier workshop, hein. C'est toujours un plaisir que de pouvoir échanger avec les collègues tunisiens et même au-delà, hein, ce matin, même si il est vrai que nous aurions préféré une rencontre plus conviviale à Sfax, hein, mais peut-être un jour, souhaitons-le en tout cas. En attendant, effectivement, dans le cadre de ce workshop, je vous propose de porter le regard vers le passé, au cours de l'entre-deux-guerres, pour mettre en lumière à la fois un contexte, mais aussi une forme particulière, hein, de mobilisation du patrimoine, un patrimoine ancien, et une mobilisation dans la perspective d'établir une relation transnationale forte entre le pays d'origine et les migrants. Alors c'est donc vers l'Italie, effectivement, que je vous invite à me suivre pour cette communication. L'Italie est l'un des principaux pays d'émigration, comme vous pouvez le voir ici, à l'époque contemporaine, hein, puisque ce sont près de 26 millions d'Italiens qui ont quitté leur pays en un siècle, entre les années 1860 et 1960, hein, pour se répandre en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, hein, principalement, selon d'ailleurs une répartition à peu près égale, notamment à l'époque dite de la grande émigration, c'est-à-dire avant 1914, avant que l'Europe, et singulièrement d'ailleurs la France, après la Première Guerre mondiale, hein, eh bien, devienne la principale destination de ces émigrés italiens. Alors c'est d'ailleurs particulièrement sur la France métropolitaine, hein, que porteront mes remarques, des remarques qui pourraient, dans leur plus grande partie, être étendues aux territoires coloniaux, comme la Tunisie, où résidait, vous le savez, hein, une importante communauté italienne, hein, près de 80 000 personnes, hein, sur le territoire tunisien. Alors la France a été l'une des principales destinations des émigrants dans les années 20-1930. Il y a 1 600 000 Italiens qui sont venus en France entre 1916 et 1945, ce qui représente un tiers du flux migratoire. Et les Italiens pardon, constituent la première nationalité étrangère représentée sur le sol français. Au plus fort de la présence, ici, en 1931, ils sont 800 000. Alors le régime fasciste, qui est instauré par Mussolini, pardon, je suis en train de m'étouffer, excusez-moi. Donc ce régime fasciste instauré en octobre 1922, il a d'abord tenté d'enrayer le flux migratoire, qui était considéré comme une hémorragie, comme un indice de faiblesse. Et en vain, hein, ça n'a absolument pas marché, puisque durant les 5 premières années du régime fasciste, il y a entre 1 million et 1,5 million d'Italiens qui ont quitté le pays. Et en 1927, selon les données officielles, il y a 9 200 000 Italiens qui vivent à l'étranger, ce qui représente un quart de la population italienne. Alors, avec le tournant totalitaire et impérialiste qui est adopté par le régime fasciste dans les années 1925-1926, il s'agit, à partir de ce moment-là, de transformer les émigrants d'un indice de faiblesse nationale dans un symbole de force et même un symbole d'expansion. Hein, vous voyez ici la formule de Mussolini, hein. L'émigration ne peut plus être considérée seulement comme un problème de décongestion démographique, mais doit être considérée comme un facteur positif dans notre intense progrès moral et économique. L'Italie ne fournira plus d'émigrants vers le monde, il s'agit désormais d'envoyer le génie glorieux de sa race à travers le monde. Il s'agit là donc de renouer avec un mythe nationaliste, hein, qui est celui de la grande Italie, Grande Italia. Et dans cette perspective, d'ailleurs, le terme d'émigrant est proscrit, hein, comme l'écrit ici Piero Parini. Piero Parini, c'est celui qui dirige la direction générale des Italiens à l'étranger, hein. L'italien, hein, on parle désormais d'italien à l'étranger, hein, et selon la définition de Mussolini, il est un citoyen qui est loin de la patrie, par son sacrifice de ne pas vivre comme cela serait souhaitable sur le sol divin de l'Italie, par l'amour
qui lui en a conservé malgré la longue absence, mérite une compensation spéciale, une compensation d'affection et de soins. Alors se développe, de fait, une politique d'encadrement, d'assistance, de propagande. Cette politique, elle revient aux consuls, et ces consuls d'ailleurs sont progressivement fascisés, et elle revient également aux fasci all'estero, c'est-à-dire ce sont les représentants du parti national fasciste. Vous les voyez ici défiler, des représentants du monde entier, de Paris, de Londres, ici, de Marseille. Vous les voyez d'ailleurs ici défiler à Marseille avec leur chemise noire. Et ce sont donc là vraiment les pierres angulaires du dispositif de propagande qui vise à la fois à maintenir ces émigrants dans le giron national, mais aussi à assurer le rayonnement international du régime. Parce qu'il faut bien comprendre que pour les fascistes, tout Italien se doit d'être loyal envers, je prends la formule de l'époque, la mère patrie. Et l'un des objectifs majeurs, c'est d'éviter les naturalisations. Vous le voyez sur ce document de propagande, je traduis pour les non-italophones, tu es italien, tu dois rester italien. Donc il s'agit de faire face aux politiques d'assimilation, notamment en France. Et cette loyauté, qui fonde les bases et les conditions d'une certaine manière d'inclusion dans d'une italianité qui est donc idéologisée, eh bien, font que seuls les fascistes se voient reconnus une pleine italianité. Or, cette conception de l'italianité, elle intègre pleinement la romanité antique. Pour Mussolini, il s'agit d'unifier l'Italie autour de l'héritage impérial. Comme il l'écrit ici dans Il Popolo d'Italia, Rome est notre mythe. Nous rêvons d'une Italie romaine, c'est-à-dire sage, forte et disciplinée, et impériale. Alors, si on se place dans l'optique idéologique et politique du pouvoir fasciste, le recours à l'histoire romaine offre de multiples avantages. Tout d'abord, de rappeler le cadre unitaire que fut l'époque romaine pour la péninsule, aux yeux d'un régime qui fait de l'unité une véritable mystique. Même raisonnement vis-à-vis de l'image que renvoie l'histoire de Rome en termes d'état de droit. Pour Mussolini, je le cite, aujourd'hui comme hier, Rome dit le droit. L'Antiquité romaine, vous le voyez d'ailleurs sur cette image à l'écran, propose à la nation italienne des analogies entre Mussolini et les empereurs, et en particulier César et Auguste. Et puis, bien sûr, cette analogie à la Rome antique permet d'ancrer le projet impérial, le projet impérialiste de l'Italie fasciste. En d'autres termes, l'héritage de Rome fournit à l'Italie fasciste deux éléments importants de sa propre auto-représentation, l'universalité et la puissance. Alors, cette conception de la romanité, elle est un élément central de la propagande fasciste, non seulement en Italie, mais aussi auprès de ceux donc, que l'on appelle des Italiens à l'étranger et qui forment, et là aussi, selon la terminologie officielle, et c'est extrêmement intéressant, des colonies. Ce sont les colonies italiennes à l'étranger, ce qui permet donc d'intégrer l'émigration à la perspective impériale du régime. Alors, il en est ainsi, bien sûr, de l'analogie entre la figure du duce de Mussolini et celle des empereurs. Donc, je le disais, vous les voyez à l'écran ici, César et Auguste. Et vous avez là des couvertures de Il Legionario, qui était en fait la revue, le magazine des fascistes à l'étranger, qui était distribué à travers le monde pour assurer la propagande du régime. Alors, on y voit souvent Mussolini, vous imaginez bien, dans différentes postures, dont celle-ci, celle que vous voyez à l'écran, qui emprunte au canon esthétique romain, cédant parfois, donc il cède parfois la place, vous le voyez, à ses augustes prédécesseurs, en tout cas ceux qui sont considérés comme tels. L'argument de la continuité entre la Rome impériale et un fascisme rayonnant, d'une Rome immortelle, comme l'indique ici le titre d'Il Legionario, est fréquemment mobilisé, cette immortalité de Rome. On le retrouve également ici dans ces articles de la Nuova Italia. La Nuova Italia, c'était le journal fasciste
à Paris, hein, mais qui rayonnait sur toute la France. On peut lire ici, je vous montre avec ma souris, hein, héritière de la gloire antique, tendant la main au lendemain grand, au plus grand, pardon, l'Italie de Mussolini affirme la puissance réalisatrice de la révolution dans tous les domaines, tandis qu'on peut lire ici la continuité de la lignée de César à Mussolini. Alors, les augustes vertus, comme il est écrit ici, hein, les augustes vertus de cette lignée, elles sont célébrées chaque année en Italie, comme à l'étranger au sein des communautés italiennes, à l'occasion de la commémoration de la naissance de Rome, chaque 21 avril. Hein, et c'est l'une grande manifestation qui vient scander le calendrier, le cérémoniel avec la célébration des faisceaux, la victoire de la Première Guerre mondiale ou encore la fête de l'Empire. Alors, ce type d'argument, hein, donc sur la continuité, il est aussi diffusé par des conférences, des projections de documentaires, les actualités, ce qu'on appelle le ciné-giornale, qui sont proposées dans les Case d'Italia, qui s'érigent à partir de la fin des années 20 un peu partout dans le monde. Il y en a à peu près 200 à la fin des années 30. Et ces Case d'Italia, ces maisons d'Italie, eh bien, ce sont des institutions qui regroupent sous le même toit à la fois l'administration consulaire, le siège du parti fasciste et toutes les organisations fascistes ou parafascistes. Et à Marseille, dans la Casa d'Italia, qui est inaugurée en 1935, eh bien, l'héritage de la romanité s'affiche, vous le voyez ici, sur les murs. Hein. Vous voyez ici le Duce, qui est à cheval, pendant l'inauguration de la Via dell'Impero, qui mène ici au fond au Colisée et là devant à la place de Venise. Et cette inauguration, elle se fait, vous le voyez là, sous les auspices, hein, de César, de l'empereur. Et Mussolini est ainsi présenté comme le bâtisseur, hein, d'une troisième Rome fasciste, dont les modèles urbains sont, vous le voyez ici, l'obélisque, hein, du Foro Italico, ou encore, hein, l'université de Rome, l'université La Sapienza. Rome, hein, la ville de Rome, elle est particulièrement mise en valeur par la propagande. Hein, cette ville qui donne lieu à des travaux urbanistiques, hein, qui visent à mettre en valeur justement le patrimoine antique et en particulier le patrimoine monumental. Et là aussi, hein, vous le voyez, c'est un dessin qui est publié à la une de la Nuova Italia, quoi, hein, eh bien, intitulé encore une fois une lignée de bâtisseurs, hein, du rappel des symboles du passé, je cite, surgissent les œuvres tangibles de l'esprit bâtisseur du régime. Alors ce patrimoine, qui est ainsi exhumé à Rome, fait l'objet de véritables pèlerinages lorsque les délégations de fascistes italiens de l'étranger se rendent dans la capitale, à l'instar, vous le voyez ici, des fascistes marseillais qui, en 1928, donc, font un séjour à Rome et qui, à cette occasion, eh bien, se rendent sur le site du Colisée. Cette évocation, hein, ou encore le contact, comme vous le voyez ici avec ce patrimoine, eh bien, a pour vocation de flatter l'orgueil de ces émigrants, un orgueil souvent meurtri, hein, par la stigmatisation de la société d'accueil. Et comme on peut le voir ici à la une de la Nuova Italia, les vestiges de l'Antiquité témoignent d'une époque glorieuse, car, comme il est écrit ici, quand naît Rome, le soleil se lève sur le monde. Et dans une sorte de syllogisme, eh bien, les Italiens à l'étranger sont ainsi associés à l'œuvre civilisatrice du fascisme à travers le monde, une rhétorique qui est largement développée par ailleurs par le régime mussolinien. Je voudrais dire aussi que la présence de ces vestiges sur le sol même du pays d'immigration tend à renforcer ce sentiment tout en légitimant la présence italienne, hein, qui est alors considérée comme ancrée historiquement. Un exemple, hein, qui fera plaisir à notre ami Yvan Gasto, le trophée d'Auguste à la Turbie. Hein, et on peut lire ici, c'est dans la revue de la Dante Alighieri, hein, qui est un relais de la propagande fasciste aussi. Partout où l'admirable génie romain s'étendait, il laissait des traces indélébiles de sa grandeur, de sa gloire et de sa splendeur, de manière à attester les pouvoirs de son immense puissance. Autre exemple qui nous est cher avec l'ami Yvan, à Nice, hein, les arènes de Cygné, hein, qui sont là aussi mises en valeur. Et on va même jusqu'à Paris, hein, regardez ici la Nuova Italia,
Nuova Italia, qui fait tout un article sur les signes de Rome que l'on trouve dans la Paris moderne, hein, de l'île de Lutèce, hein, jusqu'au temple de Montmartre. Dans cet ouvrage, la Tua Patria, donc Ta patrie, hein, qui est édité par vous le voyez ici, le secrétariat général des fasci à l'Estero, eh bien, édité en 1929, l'auteur écrit justement à propos des vestiges de l'Antiquité, ce sont les signes de la grande puissance de Rome et de l'Italie en ces temps lointains, et il rappelle aux émigrés que leur belle demeure, avant d'être la leur, enfin, pardon, il s'agit ici, en fait, de mettre en avant, hein, alors comme je vous vois sur une partie de l'écran, moi, j'ai plus le texte à l'écran, je le fais quasiment de mémoire. Hein, leur belle demeure, avant d'être la leur, appartenait à vos ancêtres, et cela doit vous rendre fiers. Hein. Pensez que vous êtes encore un peu chez vous, peut-on lire, hein, dans cet ouvrage. Un ouvrage qui est dédié à la jeunesse, et je terminerai par là, qui est une catégorie particulière évidemment de la population italienne à l'étranger, qui fait l'objet, hein, d'une attention toute particulière de la part du régime fasciste, et pour laquelle d'ailleurs la mobilisation du patrimoine antique est jugée primordiale. Hein, parce qu'au-delà du projet totalitaire porté par le fascisme, qui conduit à faire des jeunes gens justement une sorte de matière malléable, hein, pour former l'homme nouveau, il s'agit aussi, concernant les petits Italiens à l'étranger, et souvent d'ailleurs nés à l'étranger, de susciter un sentiment d'appartenance à la mère patrie, à cette mère patrie qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Et c'est le rôle qui est dédié justement aux organisations de jeunesse, aux écoles italiennes à l'étranger. L'Antiquité figure dans les programmes des écoles italiennes à l'étranger. Vous voyez ici un exemple, hein, de la classe de première primaire de l'école italienne de Marseille. D'ailleurs, la Direction générale des Italiens à l'étranger et le secrétariat des fasci italiens à l'étranger éditent des ouvrages destinés aux enfants qui valorisent cette histoire et ce patrimoine donc marqueur de la grandeur de leur pays et de sa vocation désormais expansionniste et universelle. Un exemple parmi d'autres, hein, quand le monde était Rome, hein, qui a pour sous-titre Brève nouvelle sur un petit peuple qui a su donner une grande civilisation, hein, avec des illustrations, Arles, et je vous ai mis, hein, l'illustration ici du fameux site d'Elgem, hein, en Tunisie. Autre exemple de ces références patrimoniales que le régime entend valoriser, imposer même aux jeunes gens, eh bien, dans la cour de l'école, dans le hall, pardon, plus exactement, de l'école italienne à Marseille, hein, qui se situe ici dans le quartier de la Belle de Mai, rue Guérin, vous voyez ici les jeunes élèves, eh bien, on trouve, à côté de l'incontournable figure du Duce et du drapeau, une reproduction d'une lithographie du XVIIIe siècle, hein, que l'on doit à Piranesi, et qui représente, hein, l'Arc de Triomphe et le Colisée de Rome. Les colonies de vacances, également, hein, très fréquentées, qui sont conçues comme des bains d'italianité, sont là aussi l'occasion pour les plus jeunes, hein, au-delà du projet de régénération, encore une fois, physique, au bord de la mer ou à la montagne, dans des camps à la discipline quasi militaire, hein, donc là c'est tout à fait conforme à la pédagogie totalitaire du régime, bien c'est aussi l'occasion d'éveiller les jeunes gens aux beautés, à la grandeur de la mère patrie et la visite des sites antiques. Hein, vous voyez ici des avant-gardistes qui sont en fait des jeunes gens entre 14 et 18 ans, donc qui viennent de l'étranger et qui visitent la zone des forums à Rome. En conclusion, le recours de ces quelques remarques, hein, le recours au patrimoine antique se présente donc de manière assez classique comme un usage politique du passé visant à soutenir un projet national, voire nationaliste, hein, avec ici un contexte qui est avec une visée plus exactement totalitaire et impérialiste, et cette double perspective, totalitaire et impérialiste, conduit nécessairement à l'implication des émigrants, à ces Italiens de l'étranger, selon la terminologie de l'époque, des Italiens de l'étranger pour lesquels le patrimoine antique doit servir de point d'ancrage à leur italianité. Je vous remercie.